Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Bonjour à tous, c'est Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler, je peux pas, c'est difficile pour moi de pas vous parler de la commission qui a eu lieu hier. Alors, je vais vous dire le nom exact. Donc, la commission s'appelle l'OPEXT, un nom assez pas évident à prononcer. Alors l'OPEXT, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce sont des représentants des institutions chargées de la pharmacovigilance et de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui ont été invités à s'exprimer lors d'une commission. Donc cette commission a été mise en place suite à une pétition qui a été mise en ligne le 12 janvier sur le site du Sénat, le 12 janvier 2022 sur le site du Sénat. Donc dans cette commission, des particuliers, des citoyens demandaient la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Donc ce qui s'est passé, c'est que normalement, si je ne me trompe pas, il faut qu'une pétition atteigne 100 000 signatures pour que y ait une commission qui soit mise en place. Donc ça n'a pas atteint 100 000 signatures, mais les sénateurs ont été alertés et ont quand même mis en place cette commission. Donc à un moment donné du débat, le président de séance, Cédric Villani, est interpellé par Amin Umlil, qui est docteur en pharmacie et qui fait partie des intervenants invités en tant que contradicteur. Cédric Villani se vante en quelque sorte de la mise en place de cette commission, Amin Umlil lui fait remarquer le temps que ça a mis pour que enfin il y ait un débat sur cette politique d'injection. Et ça reflète bien quelque part moi ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à regarder ce débat. Il y a un côté très très policé qui s'affiche dès le début dans la façon dont les gens se disent bonjour, se présentent. Enfin, c'est très comment dire, ça, pour moi qui suis extérieure à ce genre de choses, c'est un aspect très très court, très courtisan. Enfin très, voilà, je trouve que c'est un côté un peu théâtral, un peu, je sais pas, il y a un truc que je trouve un peu de mise en scène, quoi. Enfin, quelque chose, voilà. Donc, dans la première partie du débat, donc intervenaient Alors, ce qui était marrant, c'est que, en fait, on a les contradicteurs. Donc, on a 3 personnes qui ont été invitées, qui sont considérées comme les contradicteurs et qui sont appelés les contradicteurs. Et les autres, je sais pas en fait comment on les appelle. Ils ont pas un qualificatif. C'est assez intéressant de constater ça. Donc tu as les contradicteurs, les gens sont mis dans une espèce de boîte, et à côté tu as, je sais pas, ce qu'il faut penser, ou ce qu'il faut croire, ou ceux qui détiennent la vérité. Je sais pas en fait, ils sont pas nommés, ils sont pas qualifiés comme le sont les contradicteurs. Donc la première partie du débat, c'était principalement que ceux qui sont tenants peut-être d'une je ne sais pas de quoi présentent leur point de vue. Et là, moi j'ai trouvé qu'on avait assisté à une espèce d'autocongratulation, c'est-à-dire on a bien fait. En fait, il n'y avait pas de place pour l'autocritique finalement. C'était on a bien fait. Le professeur Fischer, la politique d'injection a été bien menée, les gens ont été bien informés. Il n'y a pas eu d'exagération dans les publicités, par exemple, donc ils font référence à la publicité,
quand Olivier Véran, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment il avait mis sur son Twitter des garçons qui étaient sur un pédalo et il disait ouais, si vous ressentez de la fatigue après l'injection, c'est normal. Enfin voilà, une espèce de banalisation des effets secondaires. Donc bah ça c'était bien, tout était bien en fait, tout s'est bien passé. À la limite on se demande pourquoi il y a cette commission, tellement tout s'est bien passé. Donc il y a aussi des représentants de la NSM qui sont là, Agence nationale de sécurité du médicament, qui expliquent comment sont remontés les effets secondaires. Et voilà, tout est bien aussi à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on remonte parfaitement les effets secondaires, on les analyse parfaitement, les gens sont parfaitement informés, il n'y a aucun souci, tout va bien. Tout va bien. Donc ça dure 1h48 à peu près, un peu plus. Alors ce qui est compliqué, c'est que je l'ai regardé sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, j'avais une barre de temps qui représentait 4 heures à peu près. Et puis quand je suis allée sur mon ordinateur, bah, la barre de temps elle est différente. Donc j'aurais voulu vous mettre les moments en fait où aller voir les vidéos, mais ça je sais pas, j'ai trouvé ce décalage et c'était un petit peu c'est compliqué de dire où exactement. Enfin bon, bref, c'est pas très très grave, hein. De toute façon, vous faites défiler les images et puis vous pouvez voir les intervenants que vous avez envie de regarder. Moi, je vous conseille, je vous invite à aller voir ça. Il faut regarder en fait parce que c'est important. D'autant plus qu'il y a eu une première commission qui s'est déroulée à huis clos en fait, alors qu'on aurait dû avoir aussi accès, nous publics, à ces interventions. Donc c'est assez incompréhensible que ce premier débat contradictoire, nous publics, nous n'y ayons pas accès. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'avais noté rapidement. Alors ce qui m'a choqué, c'est que le professeur Fischer ose dire que les injections protègent de la transmission. Alors, comme vous le savez, hein, YouTube censure énormément, donc surtout quand on parle de certaines choses que je ne vais pas citer, quoique à un moment donné, la meilleure chose c'est de quitter YouTube, hein, de toute façon, parce que franchement, ces gens qui décident pour nous de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qu'est la liberté d'expression, ce que n'est pas la liberté d'expression, ça finit par devenir insupportable. Donc, Monsieur Fischer, il ose dire ça en fait, alors que au jour d'aujourd'hui, hein, vous êtes comme moi, vous connaissez des gens qui ont été injectés et qui ont quand même attrapé le Covid, des gens qui ont été injectés, qui ont transmis quand même. Enfin, on suppose qu'ils ont transmis parce que savoir qui nous a transmis cette maladie-là reste toujours compliqué, je pense. Mais voilà quoi. Donc dire ça, c'est vraiment hallucinant. Donc il y a 3 contradicteurs. Donc le premier va surtout s'attacher à critiquer la communication sur les injections en fait, la communication anxiogène, la publicité. Enfin voilà, il est plus dans ce registre-là. Il n'est pas du tout sur le produit lui-même. Il critique pas le produit. Pour lui, ça reste efficace. Et il finit même son intervention en disant que les personnes qui décèdent actuellement du C19 ne sont pas injectées. Donc ça, j'ai trouvé que c'était fort de dire ça, mais bon. Voilà. Donc après, on a une jeune femme. Alors, je me souviens plus quelle est sa fonction, quel est son titre, sa profession exacte, mais qui va faire une comparaison entre le vaccin contre la grippe et les injections Covid, et elle montre des graphiques, donc elle fait des comparaisons. Et en fait, ce que j'ai trouvé dommage avec cette intervention, c'est qu'elle commence son intervention en se mettant dans une posture un peu, je trouve pas d'autre mot que victimaire, mais c'est peut-être pas le bon mot, en disant oui, parce que je suis une femme. Enfin, j'ai trouvé que c'était dommage de se passer dans cette posture-là et d'être dans, comment dire,
justement prêter le flanc justement à ce que les gens s'engouffrent dans la brèche et vous critiquent. Donc je pense que je ne suis pas il faudrait que je regarde avec plus d'attention ce qu'elle présentait comme travaux, voilà. Mais je pense que elle disait que ce travail elle l'avait fait avec d'autres personnes, donc c'est un travail de qualité. Et ce travail a été critiqué par 2 intervenantes. Et bon, je pense aussi que cette femme, peut-être elle a pas l'habitude, enfin c'est pas évident, peut-être qu'elle a pas l'habitude non plus de devoir présenter comme ça son travail devant des parlementaires qui sont aguerris au fait de s'exprimer comme ça en public. Et puis il y a du stress aussi, donc je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Tout ce que je dis, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je suis très admirative des personnes qui sont intervenues comme ça en tant que contradicteurs face à des gens en majorité qui défendent une doxa. Donc je suis au contraire pleine d'admiration. Donc je dis pas ça quand je dis que j'ai trouvé que la façon dont elle a commencé son intervention, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. C'est un jugement de ma part que j'assume, hein, mais ce n'est pas comment dire, c'est pas agressif, c'est au contraire, je dis ça parce que c'est ce que j'ai ressenti, hein, mais voilà. Donc ouais, donc elle a présenté ce graphique, et puis après le 3e intervenant c'était Amin Umlil. Donc j'ai un petit faible pour Amin Umlil parce que j'avais déjà, enfin je le suis depuis un petit moment. J'avais lu sur ma chaîne une lettre qu'il avait adressée à monsieur Olivier Véran. C'est quelqu'un qui est très actif et jusqu'au boutiste quelque part, puisqu'il travaille plus. Donc il fait partie du personnel soignant et il ne travaille plus parce qu'il a refusé l'injection. Et donc quand il a commencé à être interviewé, il a commencé à dérouler son argumentaire qui était fort pertinent. Et lui, je l'ai vu comme un guerrier pacifique quelque part, donc il attaque tous azimuts et il est vraiment sur des faits, sur des chiffres, contrairement au professeur Fischer qui est très peu sur du factuel en fait. Donc Amin Lumini, il a commencé à dérouler, et puis qu'est-ce qui s'est passé au bout de je sais plus combien peut-être 10 minutes, un quart d'heure quand même, hein. Il y a eu une coupure technique, il y a eu un problème technique, donc il pouvait plus parler, et ça m'a choqué. Donc je peux pas, ça arrive, hein, effectivement les problèmes techniques arrivent, mais c'est vrai que c'était surprenant que ça arrive à ce moment-là, et quand c'est lui qui intervient. Bon bref, on va pas faire des suppositions, bon bref, c'est arrivé. Donc après il reprend son argumentaire qui est hyper intéressant. Je vous ai mis une partie dans la vidéo précédente sur ma chaîne, donc je vous invite à aller regarder, parce qu'il dit des choses qui sont quand même assez édifiantes, donc sur la façon dont les essais cliniques ont été menés. Donc il parle principalement de Pfizer parce que c'est l'injection qui a été le plus donnée, le plus distribuée. Voilà, donc la façon dont les essais cliniques ont été menés. Il renvoie à la loi, sur qu'est-ce que c'est que le libre consentement, qu'est-ce que c'est que l'information qu'on donne aux gens par rapport aux injections, comment on la leur donne. Il parle de la pharmacovigilance, comment on fait remonter les choses. J'ai noté que en fait on dit qu'on fait principalement remonter un effet quand on est considéré comme grave. Mais bon, ça peut ne pas être grave entre guillemets, mais ça peut être handicapant. Je sais pas si par exemple tu t'es fait injecter et que tu te retrouves à avoir des règles hyper douloureuses, des règles, on va dire des règles hyper douloureuses après ça, ou qui durent beaucoup plus longtemps que d'habitude. C'est peut-être pas grave théoriquement, mais c'est peut-être grave dans le sens où ça devient quelque chose d'handicapant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc la notion on déclare parce que c'est grave, enfin j'ai trouvé ça un peu déroutant. Amin Umlil a précisé que après, la vaccination s'adresse à des personnes en bonne santé, hein, bien sûr, donc il fallait rappeler ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui,
Ouais, donc il revient sur le fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à un moment donné, l'ANSM a décidé, de manière totalement arbitraire, de modifier le délai entre deux injections. Donc le fabricant conseillait de patienter 17 jours et la NSM a décidé qu'on pouvait aller jusqu'à 42 jours. Mais sans aucun... il n'y a pas eu d'essai clinique. Enfin, voilà, c'est une décision qui a été prise, on ne sait pas... c'est une décision aberrante, en fait, qui a été prise. Amin Umlil parle aussi de l'illégalité de l'obligation vaccinale. Donc il fait référence à deux lois. Et ce qui est marrant, c'est que le président de séance l'interrompt et lui demande quelles sont ces lois. Donc ces lois qui concernent l'obligation vaccinale et la suspension. Donc le président de séance qui devrait connaître ces lois-là ne les connaissait pas. Donc ce qu'il expliquait, c'est que la suspension des soignants était illégale. Elle est illégale en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc par rapport au professeur Fischer, ben, pour lui, les injections sont sûres et efficaces. Donc il l'a dit, hein, les injections sont sûres et efficaces, malgré tous ces effets secondaires, enfin malgré les effets secondaires, malgré les décès. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que quand on a un produit comme les pizzas, là, pizza Buitoni, qui tue des enfants, ben on enlève le produit de la circulation. Par contre, quand on a une injection qui provoque des effets secondaires plus ou moins graves et des décès, et ben elle reste sur le marché et on continue à inciter les gens à la prendre. Ça, c'est un truc, ce deux poids deux mesures là, je ne le comprends pas. Je comprends pas. On aura beau m'expliquer, je comprends pas. Que vous dire d'autre? Oui, donc ce qui m'a interpellé aussi, donc c'est quand le président de séance, Monsieur Villani, disait que il recevait, je sais plus combien de mails par jour, des centaines de mails par jour reliés à ces problèmes d'effets secondaires. Et là, quand il parlait, donc apparemment il y avait des questions qui arrivaient venant des gens qui visionnaient le débat. Et il disait qu'il avait plus de 600 questions et bon, il a dû en sélectionner 2. Alors sur quels critères, je ne sais pas. Et on ne sait pas non plus sur quels critères les contradicteurs, donc les 3 contradicteurs sont intervenus. On ne sait pas. Enfin, ont été choisis plutôt. Comment ils ont été choisis, on ne sait pas. Alors il y a un moment où le professeur Fischer dit que la sécurité et l'efficacité des vaccins est inégalée dans l'histoire de la médecine, que c'est comme une manne qui est tombée sur nous, hein, elle est unique et positivement unique. Il parle aussi de transparence, donc on a eu droit à de la transparence depuis la mise en circulation des injections Covid, transparence totale. Et pour lui, il y aurait eu 25 000 vies qui auraient été sauvées grâce à ces injections. Donc, à quelle étude exactement il se réfère, comment ces calculs ont été faits, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Pour lui, c'est la manne qui est tombée du ciel, et heureusement qu'on a eu ça, parce que sinon, on serait tous... non, là, c'est moi qui le dis, on serait tous morts du C19. Il y a un moment très intéressant où Amin Umlil dit que en fait, en se référant à certaines lois, à certaines règles, en fait, il constate que le C19 ne figure pas sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu autour de cette maladie, comment ça se justifie, en fait? Comment ça se justifie? Il rappelle aussi que la pharmacovigilance consiste à prévenir les effets indésirables, parce que sur le plateau, dans la commission, on a des représentants de la NSM, et qui, c'est vrai, ne sont pas dans la prévention, parce que la prévention consisterait à retirer le médicament du marché. Enfin, pour moi, ce serait ça de la prévention, hein. En attendant d'en savoir plus, parce que normalement, quand on met ce type de médicaments sur le marché, il faut 10 ans de recul pour pouvoir dire que c'est... pour savoir vraiment quelles sont les conséquences.
Et là, c'était en quelques mois. Ça a été fabriqué rapidement et ça a été mis sur le marché en quelques mois. Donc on n'a pas le recul suffisant. Donc la prévention, enfin tous les éléments qu'a la NSM, même s'il n'y a que certaines personnes vont dire que c'est comment dire, c'est marginal. Les effets secondaires sont marginaux, les décès sont marginaux, certes, mais peut-être. Mais s'ils arrivent, ils ne devraient pas arriver en fait. Prendre une injection et qu'elle me provoque des problèmes gynécologiques, il y a un truc qui va pas là. Enfin, ça doit pas me provoquer des problèmes gynécologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a tout l'aspect du bénéfice-risque, donc ça a entraîné une longue discussion par rapport à l'âge, à l'état de santé, voilà, quel est le bénéfice-risque, par exemple pour une population d'enfants. Quel est le sens en fait, quel est le sens. Et encore dans cette commission, bien sûr, ils n'ont pas abordé les histoires de conflits d'intérêts qui sont quand même, on a bien compris ces derniers temps qu'il y avait aussi des histoires de conflits d'intérêts qui n'en sont pas négligeables et dont il faut tenir compte. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là-dessus, c'est dense, j'ai peut-être pas été très claire, mais bon, j'avais quand même envie de faire une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet important. Je sais pas si ma vidéo va rester sur YouTube, en tout cas, bon bah j'ai ma chaîne de secours sur Rumble, donc je la mettrai aussi sur Rumble. Voilà, bah écoutez, je vous invite à découvrir mes écrits. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à découvrir mes écrits puisque je suis écrivaine indépendante. Vous pouvez retrouver tous mes livres sur Amazon. Je vous mets des liens en dessous de la vidéo. Allez regarder. C'est vrai que c'est long, mais comme je vous dis, nous sommes des citoyens et notre santé, elle nous appartient. Elle appartient pas à des grands groupes pharmaceutiques. Elle appartient pas aux politiques, notre santé, elle nous appartient. Nous devons prendre en main notre santé et comment dire, on peut pas laisser ces personnes s'occuper de nous en fait. Je dis pas ça avec comment dire, je dis pas ça, je dis ça avec beaucoup de tranquillité en fait. Ma santé, c'est moi qui m'en occupe. C'est pas des politiques, c'est pas des médecins, c'est pas des personnes extérieures à moi. C'est moi qui gère ma santé tous les jours, chaque jour, par les actions que je fais, par voilà la façon dont je mange, si je fais du sport, si je ne fais pas de sport. Je m'occupe de ce qu'on appelle le terrain. Donc je m'occupe de mon terrain tous les jours. Et c'est pas des gens qui décident de ce que je peux m'injecter ou de ce que je dois m'injecter, de ce que je ne dois pas m'injecter, du pourquoi, du comment. Il y a trop de, comment dire, il y a trop d'enjeux économiques qui sont liés à ça, pour que ce soit anodin. Il y a trop d'enjeux économiques, il y a trop d'enjeux politiques pour qu'on laisse ça aux mains d'autres personnes que nous-mêmes. C'est nous qui devons prendre ça en main. Donc cette commission, c'est très bien, elle arrive tardivement. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que pendant qu'il y avait la commission devant le Sénat, il y avait une commission indépendante, enfin il y avait des personnes qui étaient avec Monsieur Marc Doyer, donc qui a perdu sa femme Morissette. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait censurer récemment parce qu'il a parlé du décès de Morissette avec les mots qui sont interdits sur YouTube. Donc comme dans Harry Potter, c'est ce dont on ne doit pas parler, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, enfin bref. Voilà, donc qui était devant le Sénat et qui voulait justement donner une autre parole, laisser libre cours à une autre parole. Parce que le problème, c'est pas pro et anti, le problème, c'est est-ce qu'on a le droit de discuter est-ce qu'on a le droit d'échanger des points de vue? Est-ce qu'on a le droit de penser autrement? Est-ce qu'on a le droit de donner des faits, et de s'appuyer sur des faits et pas sur de l'émotionnel?
et pas sur de l'agressivité, et pas sur du mépris, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand même quand Monsieur Fischer s'adressait à Emily à certains moments. Il y avait beau, moi j'ai perçu, après c'est peut-être pas ce que percevront d'autres personnes, mais moi j'ai perçu beaucoup de condescendance, d'agressivité, et on ne doit pas être là-dedans, on doit être dans de l'échange. Donc si on est sûr de ce qu'on dit, on n'a pas besoin d'être agressif, condescendant et méprisant, puisque si on sait que ce qu'on dit est vrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est long, ma vidéo est longue, c'est pas grave. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout ou pas. En tout cas, voilà, si vous avez envie, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.